Génération Justice, le podcast. Défendre est une passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. Bonjour Élise, nous sommes très heureux de te recevoir dans ce podcast qui fait le lien entre la psychologie et le droit. Et nous avons vu dans ton parcours que donc toi, tu étais avocate depuis 15 ans. Ce métier d'avocat, est-ce que c'est une vocation ? Bonjour Fanny, merci beaucoup de ton invitation. Je suis très contente de participer à cet entretien. Oui, c'est une vocation pour moi, le métier d'avocat. J'ai toujours dit qu'en fait j'étais avocat avant de devenir avocat. C'est quelque chose de très ancré chez moi, presque dans l'enfance, le besoin de m'interposer face à des situations qui me choquaient. Ma mère me dit toujours que depuis que j'avais 3 ans, j'avais toujours une phrase à la bouche, c'était: «C'est pas juste». Donc je crois que c'est quelque chose qui est très ancré en moi, oui. Est-ce que tu te souviens de souvenirs d'enfance, justement, de situations où tu te disais que c'était pas juste ? Oui, parce qu'à l'école, j'étais toujours très sensible au sort des enfants qui étaient un peu harcelés. Alors on ne disait pas, harcelés à l'époque, c'était pas un vocabulaire, à la mode, mais enfin il y avait toujours, dans tous les groupes de toute façon, des enfants qui étaient moins acceptés parce que, ils étaient, différents, quelle que soit d'ailleurs, cette, différence. Elle peut être sociale, ça peut être une question de couleur de peau, d'origine. Et moi, je voulais toujours être amie avec ces enfants-là qui étaient un peu seuls, où j'étais choquée. Donc ça, c'était des souvenirs. Et puis ensuite, j'ai été, pendant, quelques années, j'ai fait un doctorat à Assas. J'étais chargée de TD et aux délibérations, pareil, je me battais, souvent pour des étudiants qui étaient un peu ric-rac, hein, dans les moyennes, mais que je trouvais quand même, méritants ou talentueux, et je voulais quand même qu'ils aient leur année. Et je me souviens d'un prof, qui m'avait dit: «Mais alors vous, vous êtes complètement, trompée de vocation, il faut absolument que vous passiez, le barreau, hein, faut pas rester à l'université». Voilà, c'est des exemples un peu comme ça, qui me reviennent. Est-ce que tu sais, d'où est-ce que ça te vient ? Je ne sais pas du tout d'où ça me vient, ce besoin comme ça de m'interposer. J'ai pas une situation précise, un événement marquant qui puisse, me relier, à ça. Dans mon livre, dans Pirate numéro 7, je parle d'une scène qui s'est passée au collège il y a quelques années, et maintenant ça commence à faire un moment, où il y avait un enfant qui s'était fait, violenter par un groupe d'enfants. Mais en réalité, avant ça, enfin, si j'avais cette sensibilité-là, ça veut dire qu'avant ça, déjà, j'étais sensibilisée. Je peux pas vraiment vous le dire, mais ça relève plutôt de ton domaine, Fanny. Ça relève de la psychologie, effectivement. Justement, c'est ce que j'essaye de chercher. Est-ce que tu as eu Oui, des modèles d'inspiration dans ta vie? oui, j'ai eu un modèle. Alors là, je peux vraiment être très précise parce que je m'en souviens très bien. C'est quand j'étais en petite, j'étais en 6e, hein, j'avais 10-11 ans. Il y a eu, la mort de Malik Oussekine. J'avais regardé, le journal télévisé, et je me souviens très bien qu'il y avait eu, Georges Kiechman qui était l'avocat de la famille, Oussekine, et il m'avait énormément impressionnée, et je me disais que moi j'aimerais bien pouvoir parler comme ça, j'aimerais bien, pouvoir, défendre des gens, comme ça aussi, dans des situations extrêmement, difficiles et puis d'injustice, criante. Alors c'est vrai que ça, je peux vraiment dire que ça a été un modèle, mais enfin un modèle de très, très loin, parce que, voilà, moi, quand je me faisais cette réflexion-là, j'étais une petite fille, je vivais en Normandie, personne n'était avocat, du tout, dans ma famille, dans mon entourage, donc c'était quand même assez flou. Mais oui, je crois que ça a été un modèle.
Et finalement, tu as pu le rencontrer, cet avocat? Tout à fait. Bien sûr, j'ai eu, cette chance, c'est la suite, du propos. Je crois que j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, parce que quand j'étais à l'école d'avocat, il faut faire un stage et j'avais envoyé mon CV, dans ce cabinet et à ma grande joie et grande chance, j'ai été, recrutée comme stagiaire et ensuite comme collaboratrice. À l'époque, il faut, souligner que je ne faisais pas de pénal. J'avais fait, une thèse de doctorat donc à Assas. Finalement, j'avais défroqué, de l'université. Je m'étais rendue compte que je voulais pas du tout, être prof à l'université, que je voulais vraiment être sur le terrain. Mais pour autant, j'avais une formation, en contentieux et particulièrement en tout ce qui est propriété intellectuelle, droit de la presse et de ce fait, quand j'étais au cabinet Kiechmann, je n'ai pas fait de pénal. J'ai fait du contentieux essentiellement, en droit du cinéma, heu et droit de l'édition, voilà, tout ce qui touchait la propriété littéraire et artistique. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le pénal? J'ai toujours voulu faire du pénal, vraiment, à travers, cela dit, des situations très, très clichés. Pour moi, vraiment, je me voyais un peu comme dans les séries, hein. Ça a l'air un peu naïf de le présenter comme ça, mais c'est tout à fait vrai. J'avais toujours l'image d'Épinal, de l'avocat qui arrive à la cour d'assises, qui obtient l'acquittement du client, et qui sort, triomphant sur les marches du palais. C'était comme un but, enfin comme un fantasme, mais je connaissais rien à ça. Le problème que j'ai eu, c'est que, le droit pénal, était extrêmement dévalorisé, à l'université. En tout cas, moi, à la fac où j'ai étudié, donc qui est, Paris 2 Assas, c'était vraiment une matière, qui était, très marginale et si on prenait cette matière-là, en fait, on n'était pas pris ensuite dans les masters les plus prestigieux. Pareil, il y avait pas de bourse ou d'allocation de recherche pour faire des thèses de doctorat, en pénal. C'était une matière, malheureusement extrêmement dévalorisée, au plan de la recherche. Je crois que ça a changé aujourd'hui, fort heureusement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il fallait vraiment faire du droit civil, éventuellement du droit des affaires, pour avoir un beau ce qu'on appelait un beau parcours à l'université et moi, pendant longtemps, en fait, comme je travaillais bien et que j'avais une bonne entente avec mon directeur de master, j'étais plutôt dans un premier temps destinée à une carrière, à l'université, d'enseignant à l'université. Voilà pourquoi, j'ai mis tant de temps à vraiment faire ce que je voulais faire depuis le départ. Mais je crois aussi que ce parcours-là, m'a apporté, une certaine richesse. Déjà, ça m'a vraiment appris à bien, travailler. Enfin, le fait d'avoir pu, faire des études, très approfondies sur le droit. À la base, je suis une vraie juriste, c'est-à-dire que j'aime vraiment le droit, j'aime l'étude, du droit, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et ensuite, j'ai pu en fait, devenir pénaliste, en passant le concours de la conférence en 2011. J'ai été élue secrétaire de la conférence, des avocats du barreau de Paris, donc en 2011 et c'est à partir de ce moment-là qu'enfin, j'ai vraiment pu faire, du pénal, et avant j'étais de plus en plus loin, de ma vocation, ça c'est sûr. J'ai arrêté les choses à temps, au moment où je me suis dit: «Non, là c'est plus possible. Si tu, reprends, tu passes l'agrégation, après tu prends un boulot de prof, dans une fac, tu pourras plus, faire machine arrière». Et aujourd'hui, tu te sens heureuse dans ton métier? Je me sens très, très heureuse. En fait, je fais partie de ces gens assez privilégiés qui ont l'impression, en fait, de ne pas travailler. Enfin, c'est-à-dire que, il y a une superposition entre mon travail et ma passion. Ce que je fais me passionne et même quand c'est extrêmement difficile, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. En plus, le côté profession libérale me convient extrêmement bien, heu, parce que je suis installée à mon compte et c'est vrai que je décide, de tout, je n'ai personne, au-dessus de moi pour me dire, «Faudrait faire plus comme ci, moins comme ça, faudra arriver à telle heure. Pourquoi es-tu arrivé, à telle heure? Pourquoi es-tu parti plus tôt aujourd'hui?» Voilà donc oui, c'est pour moi, c'est une passion, en fait, c'est indissociable et voilà, j'ai pas non plus l'impression, si un dimanche, il faut que je me mette sur un dossier, je m'y mets, mais je ne souffre pas. Élise, dans ce qu'on a pu lire de toi, effectivement, on retrouve ce côté très indépendante, mais aussi très combative. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui te donne ce dont tu as besoin, Oui. y compris pour aider tes clients. Et donc ce côté, que je dirais très, voilà, très combative et très résistante aussi,
Déjà, est-ce que tu me confirmes que tu l'as en toi et est-ce que tu sais d'où il te vient aussi? Oui, alors c'est vrai que je suis extrêmement persévérante et en fait, je pensais que tout le monde était comme moi et c'est, finalement, j'ai été surprise de découvrir que tout le monde n'était pas comme moi. Moi, je pensais que moi, j'étais, tout à fait, dans une norme. Alors, je crois qu'à la base, ça depuis toujours et mes parents m'ont toujours dit, je suis quelqu'un d'extrêmement persévérant. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours été extrêmement persévérante. Mes parents m'ont obligée quand j'étais plus jeune à faire je faisais beaucoup de musique, voilà, j'aimais pas et puis en fait, j'allais toujours jusqu'au moment où vaincre la difficulté pour que les choses deviennent après, un plaisir, une habitude. Hem Puis en fait, c'est des facteurs, je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai qu'aussi j'ai toujours une très grande capacité de concentration, une très grande capacité de travail et depuis toute petite, hein. Donc ça, c'était vraiment, des traits de caractère. Je crois que j'aimais beaucoup l'école. C'est pas donné à tout le monde, mais moi, voilà, j'étais ce genre d'enfant, en fait, qui aimait, beaucoup l'école et quand j'étais plus jeune, j'avais peur aussi de déplaire, à l'autorité. Je pense j'avais peur de déplaire aux professeurs, j'avais peur de déplaire, à mes parents et donc quand on me disait: «Il faut faire quelque chose», je le faisais très consciencieusement et après évidemment, je suis devenue, très, très révoltée à partir de l'âge de 14-15 ans mais ça m'est resté pour le coup. C'était des habitudes de travail, qui me sont restées et de persévérance. C'est-à-dire qu'il faut, on a un objectif, il faut tout faire pour l'atteindre. Tout, tout, tout et voilà. Et des situations, je l'ai appris aussi dans mon métier qui paraissaient bloquées ou compromises, peuvent 6 mois, 1 an, 2 ans après complètement, se retourner et si on reparle de du livre que j'ai écrit, Pirate numéro 7, c'est exactement ce que ça illustre. C'est-à-dire qu'à la base, je défendais donc un jeune pirate somalien. On m'a tout refusé pendant l'instruction. Il était mineur, on a refusé, la cour jusqu'à la cour de cassation. J'ai fait des recours, on m'a dit: «Mais non, votre client n'est pas mineur» et cetera. Il y avait, 25 ans requis contre lui, il a eu 6 ans. Après, il est sorti de prison. On m'a dit: «Il n'aura jamais de papier». Bah si, aujourd'hui, en fait, il a une carte de séjour. Voilà, ça a pris du temps, hein, évidemment, mais les obstacles ont tous été, franchis les uns après les autres parce que je suis persuadée que sur la durée, c'est toujours sur la durée qu'on obtient des résultats et dans le milieu, qui est le mien, dans le milieu judiciaire, qu'on obtient les conquêtes. Les choses se font rarement à court terme. Alors c'est vrai qu'il faut être extrêmement patient, mais ça paye. Et c'est effectivement, en plus, dans ce dossier que nous, on t'a découverte et on t'a découverte, donc avec Farhan et on t'a découverte brillante, mais aussi profondément humaine et quelque chose m'a marquée. Je crois que c'était le cas de justement l'expertise où, une expertise l'avait déclarée, majeure et durant, l'audience, l'expert, de ce que moi j'avais trouvé un peu désinvolte, avait dit qu'il avait dit 18 ans, mais il aurait aussi pu dire Oui, 17 ans. Donc, en oui, fait, quelque chose qui est un détail pour un expert est en fait oui, essentiel oui, et toute la vie d'une personne va se jouer. Donc on a oui. parfois l'impression que la justice est profondément déshumanisée et que tout ce qui est le protocole de l'instruction, notamment ces expertises, peuvent, enfermer ou libérer une personne, mais parfois sur des détails qui n'ont même pas de fondement scientifique puisqu'on le sait aujourd'hui, les tests osseux ne sont absolument pas fiables et donc quand on est dans ce type d'instruction avec, comme tu le dis, une forme d'humanisme et puis de révolte en soi, comment on fait pour rester solide? Comment on fait pour arriver à accompagner avec confiance, ses clients? C'est difficile parce qu'on a souvent des moments, de découragement, parce qu'on fait, vraiment un métier de perdant. C'est-à-dire que pour, une décision favorable, il faut être prêt à se prendre, la porte dans la figure, peut-être 15 fois et donc dans cette quinzaine de fois, il y a des moments où on va être découragé, on croit plus en rien, on se remet totalement en cause, on se trouve nul, on se trouve, inutile, on se trouve pitoyable et on sent que la machine judiciaire est plus forte que nous et quelque part que nous, on travaille avec des petits moyens, dérisoires. Alors cela dit, ce qui est vraiment, très important, c'est que droit pénal, enfin notamment, à la cour, d'assises, on peut prendre les jurés à témoin et c'est là que l'humanité, bien souvent, fait retour, dans une procédure, dans un dossier. L'humanité, je vous cache pas que je veux pas généraliser, mais je l'ai quand même très, très peu trouvée, chez les juges. Souvent, quand on évoque, le sort, d'un homme, d'une femme avec, compassion, on a l'impression d'excéder, on a l'impression, qu'on nous trouve, ridicules, mièvres, voilà, mais il faut persister. Pour la question des experts, c'est vrai que
Beaucoup d'expertises en fait. Et alors en plus là, c'était des expertises que moi j'avais demandées, donc que je pensais être à décharge, ça s'est complètement retourné contre moi. Et c'est vrai que maintenant je suis assez circonspecte à chaque fois qu'il faut faire des demandes d'expertise ou de contre-expertise, parce que je me dis que l'expert en fait peut faire beaucoup de mal. L'expertise, ça peut faire énormément de mal. Là, ce qui est bien, c'est que dans le cas de Farhan, j'ai pu en fait contre-expertiser à la barre, donc devant la cour d'assises. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est rendu compte, bah oui, de la désinvolture, que pour un expert qui va lancer une affirmation, mais que finalement, oui, ça aurait pu. Enfin, il y a quand même une part d'approximation hein, sur certaines expertises. Mais voilà, moi, j'ai toujours su que mon client me disait la vérité. En fait, c'est ça. Donc, j'avais pas le choix. Parce qu'on peut pas, voilà, quelqu'un qui dit vrai, on peut pas le laisser se faire massacrer comme ça. Donc, faut aller au bout et faut. Personne n'a envie de se mettre un juge à dos. Personne n'a envie de se mettre un expert à dos. Souvent, c'est des gens respectables avec des parcours. Voilà, c'est entre guillemets des notables. On n'a pas envie. Pareil pour les juges, on n'a pas envie de leur rentrer dedans, on n'a pas envie d'être odieux, etc. Mais si c'est à ce prix-là, bah, c'est à ce prix-là que les choses se font. C'est tout. Et le constat que tu fais concernant la magistrature, c'est quelque chose que j'entends beaucoup de nombreux avocats et puis finalement, par rapport à la justice, de nombreux, justiciables et citoyens, il y a une espèce de manque de confiance en ce qui peut se passer, dans une instruction ou dans des procès et c'est un peu aussi comme s'il y avait une cassure entre les magistrats et les juges, pour certains et la société et les hommes et finalement l'humanité. Alors quel est ton regard, toi, sur la magistrature et comment tu expliques la situation actuelle? Là, les relations entre les avocats et les magistrats sont de plus en plus tendues. C'est pas moi qui le dis, il y a eu un certain nombre d'événements, on va dire, de clash. Euh, c'est de plus en plus récurrent. Enfin, des journalistes en ont parlé, à l'ordre des avocats on en a parlé. Même pendant le confinement, la Cour de cassation s'est fendue d'un communiqué parce que pour réagir à des propos prétendument désagréables qui avaient été tenus par des avocats sur des plateaux de télé, parce qu'ils avaient dit en fait les magistrats ne travaillent pas pendant le confinement. Alors ça a beaucoup indigné. Donc voilà, il y a une dégradation des relations. Évidemment, ne pas généraliser, j'ai aussi eu la chance, enfin, les clients plutôt ont eu la chance, les gens que je défends, de rencontrer des magistrats formidables, très à l'écoute, qui ont pu aussi arranger des situations. Il faut pas l'oublier. Aujourd'hui, je constate qu'il y a peut-être, en fait, dans le profil de recrutement des magistrats, on recrute en fait, enfin, les nouvelles générations de magistrats que je vois arriver, je trouve qu'ils sont assez interchangeables. C'est souvent des femmes autour d'une trentaine d'années, bon, des gens qui étaient des bons élèves, mais voilà, on a peut-être l'impression qu'ils recherchent plus une carrière administrative avec un beau poste que une réelle, comment dire, un réel engagement social par rapport à ce que c'est que la fonction de juge. Moi, c'est ce qui m'a semblé, c'est qu'il y a eu comme un renouvellement dans les 10 dernières années, du pénal depuis environ 10 ans, où de plus en plus, quand les juges changent parce qu'ils doivent voilà, changer de poste pour avoir une promotion, enfin, peu importe, ils sont remplacés et je trouve que le juge qui remplace, c'est exactement comme le juge d'avant. C'est exactement le même profil, c'est exactement la même génération, c'est exactement la même formation, c'est le même profil, voilà, je pense sociologique. C'est la même chose qui a motivé à faire enfin, dans le choix de carrière pour intégrer la magistrature. Peut-être qu'il y a de ça, je ne sais pas. Euh, la question, en tout cas, elle se pose. Moi, je me la suis posée. Maintenant, ouais, l'avocat souffre d'une mauvaise image, je crois. Moi, je constate hein, que quand on fait des notes, des recours, on est accusé en fait de ralentir le cours de la justice, de faire, d'utiliser des moyens dilatoires. Je vois que au palais de justice, alors que ce soit à Paris, à la cour d'appel ou au tribunal judiciaire, on impose aux avocats quand même des petites mesures vexatoires. On n'a pas accès au greffe librement, bon, ce genre de choses.
Quand on est en face d'une porte, ben, on peut pas y aller directement. On nous fait monter, descendre un étage, voilà, ce genre de choses. Et beaucoup de magistrats considèrent que les avocats doivent se réformer. Je vois pas en quoi ce serait leur problème. Mais voilà, j'ai pas vraiment de réponse sur les causes d'une détérioration des relations avocat-magistrat, mais qui est dénoncée par différents observateurs et qui est constatée. Je souhaite évidemment que les choses s'arrangent. Mais je ne peux pas vraiment me prononcer sur les causes. De mon côté, de par mon métier de psychologue et aussi de par ma vie, je suis souvent confrontée à la justice et donc à l'injustice et j'ai Mmh. l'impression sur un plan, psychologique, il y a une forme de déshumanisation, des justiciables et c'est un peu comme Mmh. si ça devenait des dossiers avec des numéros, un peu à l'image finalement de quand on est en prison et on est signifié par un code et Oui, non plus un par sa écrou. propre identité. Eh bien, j'ai l'impression que dans la justice aussi, face au juge, on n'est pas que soi avec une histoire, on est soi déjà avec un numéro, avec un dossier, avec des représentations parfois inconscientes. J'ai l'impression aussi que selon qui l'on est, l'origine, l'ethnie, la religion et selon à qui on fera face, ce qu'il pense, ce qu'il a en lui, eh bien finalement une instruction peut prendre un sens ou un autre. Donc j'ai l'impression que ce que tu dis, la question des profils psychologiques, elle est quand même très importante Oui. dans la magistrature et dans les instructions. Alors est-ce que toi, tu aurais une solution ou tu aurais une idée de comment les choses pourraient être pensées ou repensées pour qu'il y ait une plus grande harmonie et une plus grande compréhension dans la société, entre ceux qui jugent et ceux qui sont jugés? Alors moi déjà, je partage tout à fait, ton constat, d'une déshumanisation. Je crois que c'est, quand même très, très net et on le voit, par des mesures, quand même, qui sont pas que symboliques. Dans la manière dont, pendant alors, on va dire oui, c'est la crise sanitaire, mais enfin, tout est passé, hein, sur le dos de la crise sanitaire, on éloigne de plus en plus le justiciable d'un juge. On dit que c'est pour, rationaliser, accélérer et donc au bénéfice du justiciable, mais en fait, c'est tout l'inverse, quoi. Les juges ne voient plus les justiciables. Aujourd'hui, le nombre de dossiers là qui est jugé, heu, sans la présence du justiciable, c'est absolument, scandaleux, parce que voilà, le justiciable gêne des décisions souvent, qui sont prises à l'avance. Alors l'avocat, c'est le binôme indissociable du justiciable, voilà, c'est également, en fait, gêne. La justice se déshumanise, en fait, elle se bureaucratise. La justice devient une administration, comme, quand vous allez faire une réclamation au guichet de la sécurité sociale heu, ou à la CAF, hein. Franchement, je caricature à peine. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai et d'ailleurs, dans les mots, c'est très significatif, c'est très révélateur. Quand on lit, j'ai lu des interviews, des tribunes, des articles sur, le déconfinement de la justice, eh bien, on parle des stocks. Quand on parle des dossiers en souffrance, on parle des stocks. Vous voyez? Mmh. Comme dans une usine, comme dans une, entreprise, enfin voilà. Alors que les stocks en question, bah, c'est toujours, une situation, humaine d'une personne, qui a saisi, une juridiction, qui a envie que sa cause soit entendue. Voilà, mais c'est quand même très, 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 révélateur. Heu, Moi, je pense que, ça passe beaucoup par l'avocat, en fait, pour que l'humain revienne dans le palais de justice, ça passe beaucoup par l'humain. Il faut quand même que les avocats puissent accéder au greffe. Il faut que, les parties puissent accéder, à leur juge. Heu, il faut vraiment, arrêter là toute cette bureaucratie, heu, très, très lourde, on fait revenir les gens 50 fois parce qu'il manque un papier. Enfin, on a oublié vraiment le sens de ce que c'est, de ce qu'est la justice et voilà le côté éminemment, humain. Alors évidemment, il y a un côté administratif dans la justice, bien sûr, il faut, gérer, fixer des audiences, faut qu'il y ait des greffiers, il faut que chacun fasse son boulot. Mais je crois qu'en fait, on veut faire des économies, ça aussi. C'est un peu comme comme dans l'administration, de la santé, dans le domaine de la santé, quoi. On gère, des pénuries et c'est au détriment, ouais, au détriment de l'humain. Heu,
Mais je suis assez pessimiste sur les causes, enfin sur ce que je constate et à part arrêter là toutes ces réformes qui font beaucoup de mal, à part arrêter de construire des palais de justice comme des bunkers, je vois pas vraiment comment on pourra faire machine arrière maintenant. Une machine arrière, ça me semble difficile, mais j'ai l'impression que si finalement les magistrats étaient d'anciens avocats, le système judiciaire se Oui. porterait mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, oui, c'est vrai, ce que tu dis est pointé et je fais partie évidemment des avocats qui discutent en fait la formation des magistrats. Ça peut être un point crucial, fondamental à réformer, puisqu'on voit qu'il y a un entre-soi extrêmement fort en fait qui se crée dès l'école. Donc lors de la formation, il faut savoir que le parquet et la magistrature du siège en fait suit le même est dans la même école, hein, donc suit les mêmes enseignements, les mêmes cours. Dans les carrières, on voit effectivement que des magistrats passent du parquet au siège puis retournent au parquet comme ça, comme ils veulent. Ça n'est pas anodin, ça n'est pas du tout anodin puisque et je pense que ça marque très durablement l'état d'esprit, la manière de considérer les dossiers, selon que vous êtes censé les juger en tant qu'arbitre ou alors porter l'accusation. Hein, c'est quand même pas la même chose. Et donc, je vois pas déjà comment on peut passer de l'un à l'autre. Je crois aussi qu'il est urgent de diversifier, y compris de force, hein, un peu à l'américaine, mais avec les affirmative actions, le profil sociologique de recrutement de l'école de la magistrature. Il faut absolument privilégier des passerelles professionnelles, que ce soit des éducateurs, des avocats. Voilà, on peut aussi imaginer d'autres profils. Regardez, nous, les avocats, n'importe quel homme politique, il peut devenir avocat aujourd'hui. Enfin, il y a énormément de passerelles, en fait. Et ça crée une grande richesse du métier, de la fibre du métier d'avocat, des parcours, alors que la magistrature, ça reste quand même très endogène, quoi. Hein. C'est quand même, aussi passerelle il y a, c'est quand même avant tout de fonctionnaire à fonctionnaire. Quoi. C'est le corps d'administration à laquelle vous travaillez qui change, mais pour le reste, ouais, ça reste quand même très consanguin tout ça. Hein. Alors je crois que ça peut être une des pistes. Je partage tout à fait ton avis et c'est vrai que ce serait très intéressant qu'il puisse y avoir des passerelles, notamment avec des métiers de terrain, comme les Oui, éducateurs, ou tous ceux qui finalement oui, ont une vraie connaissance aussi de l'être humain. Élise, on passe à un sujet un peu plus, personnel. oui. Quel est ton plus grand trauma dans ton métier depuis 15 ans que tu exerces? Je pense que le plus grand trauma, c'est non mais ça m'amuse parce qu'on a l'impression que c'est ah oui, c'est un métier où on peut être scandalisé tous les jours, hein, ça je le cache pas, mais trauma, est-ce qu'il y en a un en particulier? Non, il y a des décisions qui me dégoûtent profondément. J'en ai parlé pour, Farhan, pour Pirates-Mania. Enfin, je veux dire, j'en ai quand même fait un livre, hein, donc ça veut dire que ça me travaillait parce qu'il a vraiment, cumulé, le pire du pire. Heu, Ce qui m'a énormément en fait, ce qui m'avait choquée, mais j'en parle dans le livre, c'est qu'on refuse de reconnaître, sa minorité. Ça, c'est quelque chose qui m'a, vraiment, profondément, traumatisée. Ça, c'est une des choses, voilà, c'est un combat judiciaire en plus que j'ai perdu. Enfin, je l'ai gagné un peu autrement, différemment des années après, mais ce que j'ai entendu à cette époque-là, a failli me faire perdre la foi. Il y a une autre chose terrible qui m'est arrivée, c'est que je défendais, un homme donc dans un dossier d'homicide. Je n'ai pas été convoquée devant le juge des libertés de la détention, ce qui aurait dû entraîner en fait la remise en liberté, immédiate de mon client et ça m'a été refusé, pareil de nouveau dans la cour de cassation. Et ça, c'est le genre de choses en fait où je me dis: «Bah, s'il y a pas de justice et dans un monde sans justice, bah, il y a pas d'avocat». Parce que moi, je veux pas, voilà, être un avocat d'opérette, mettre une robe, aller, dans une audience comme on va au théâtre, pour faire un numéro de plaquette, voilà, je sers à rien. C'est ça, c'est que dans un monde sans justice, il n'y a pas d'avocat et moi je sers à rien. Donc voilà, j'ai déjà eu des réflexions, des désarrois, de cet ordre-là, en constatant que des choses dont moi j'étais absolument, persuadée et que j'arrivais à démontrer. Enfin, je veux dire, il suffit pas de dire: «Ah bah, parce que moi je le crois»,
d'accepter la vérité, en fait, n'était pas du tout partagé par les autres. Donc oui, des moments de désarroi, j'en ai eu, mais j'en ai pas eu, qu'un seul et j'en ai pas eu un plus grand. Ils sont toujours, aussi graves, ces moments-là, quand ils se manifestent. Et puis que dire aussi, des grandes peines. J'ai un client qui s'est suicidé, ça m'a énormément affectée, évidemment. Et Ça, qu'est-ce c'est que tu des grandes peines, oui, qu'on a, qui on est à 2 doigts de tout arrêter, hein. et qu'est-ce que tu mets en place pour arriver à résister à ça? Puisque finalement, quand on t'entend, on te sent très dans l'espoir, je le répète, très dans le combat, dans une forme de révolte aussi, mais révolte positive. Donc en fait, Mmh. qu'est-ce que tu mets en place pour arriver à résister? Bah, j'essaie de je lis beaucoup sur mon métier. J'essaie toujours d'écouter, les autres avocats. J'adore, écouter des interviews. J'essaie de voir comment, font les autres et puis surtout, je crois que je suis une personnalité extrêmement optimiste. Voilà et heu et que les choses enfin voilà, il y a eu des situations vraiment, désespérantes, très graves, heu, mais la plupart du temps, encore une fois, parce que je suis extrêmement persévérante, j'ai réussi quand même à les contourner ou à arranger les choses. Je perds jamais espoir. Je suis quelqu'un de très positif. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que, je je ne je n'ai pas de suivi psychologique, par exemple. Je suis étonnée parce qu'on dit avec ce qu'on les chocs qu'on doit absorber, mais non, heu, je suis quelqu'un d'assez simple, en fait, hein. Si j'ai une peine, enfin voilà, je peux en parler je sais pas, à des amis. Je les trouve toujours, j'ai des bons amis, j'ai toujours, trouvé, une oreille attentive. Mais fondamentalement, je crois que c'est mon optimisme, hein, qui me permet de me relancer et de me dire: «Non, non, mais voilà, il y a un choc à accuser, puis, après il faut tout de suite trouver une solution». Et tu dis que tu ne perds jamais espoir, mais quand on lit ton parcours, on a même l'impression que tu ne perds jamais, puisque finalement, même dans des situations judiciaires, extrêmes, ce à quoi tu arrives, c'est, à libérer un client ou à faire que, bah, dans le Oui, cas de Farhan justement, il y ait oui, vraiment le minimum de ce qu'il pouvait, oui. espérer donc tu gagnes en fait, tu gagnes à chaque fois. Heu, Est-ce que tu penses que c'est ton côté positif qui fait que finalement tu arrives à trouver des solutions? oui, alors c'est ça, c'est qu'on gagne pas toujours, en tout cas quand on voudrait, comme on voudrait gagner. Moi, les fois où j'ai, voilà, les plus beaux moments, parce qu'on a parlé des pires moments de désarroi, mais en fait, on tient aussi parce qu'on a des moments extraordinaires de justice et c'est ça qui permet qu'on continue à se lever le matin, quand bien même on s'est pris, une porte, en pleine tête la veille, hein. C'est il y a des très beaux moments. Le plus beau moment, bah, c'est celui de l'acquittement à la cour d'assises, quoi. C'est des moments, de grâce, des très, très beaux moments de justice, Dieu merci, oui, il y en a. Donc moi, je gagne pas tout le temps. Par contre, je considère que, le but, enfin, de ma mission, mon utilité, c'est de trouver des solutions. Hein, il y a des avocats, alors quand on va les voir, moi je veux bien parce que je récupère les dossiers derrière. Ils me disent: «Ah oui, mon avocat m'a dit que c'était pas possible». Ah bah, dans ce cas-là, il faut faire un autre boulot. Un autre boulot, c'est pas de dire aux gens, mais c'est c'est pas de dire aux gens: «Ah bah non, vous le faites pas, c'est pas possible». C'est dire: «Alors vous voulez faire ça, alors peut-être que là, voilà, mais est-ce qu'on peut pas trouver une solution qui s'en approche ou qui peut être quand même, suffisamment satisfaisante?» C'est à ça qu'on sert. C'est à ça qu'on sert. Donc là, c'est pareil, si, je soutiens l'innocence d'un client, finalement, le client a une condamnation, bon, on peut faire appel, peut-être qu'il peut être acquitté en appel, peut-être qu'il peut pas, mais peut-être qu'on peut baisser la peine, peut-être qu'on peut avoir un bel aménagement de peine et quand même obtenir, une solution satisfaisante. Voilà, c'est à ça qu'on sert. Donc alors c'est vrai que quand on est dans cette logique, on se dit: «Bon, il y a pas de enfin, c'est pas des défaites complètes», mais il faut être prêt à creuser, il faut être prêt à ce que ça prenne du temps aussi, ça, bon, soit, les personnes que vous défendez vous suivent là-dedans, soit non, on peut aussi se décourager en cours de route. Mais voilà, donc on gagne pas toujours, mais on a quand même, on peut quand même réussir à s'approcher de quelque chose de positif dans les cas, je veux dire, les plus sévères. Et puis sinon, oui, on peut carrément aussi, obtenir des non-lieux, on peut obtenir des acquittements, c'est possible et je l'ai obtenu, dans des dossiers, très, très mal partis, hein, donc partant de là, je me dis: «C'est bon, la justice existe quand même». C'est Et est-ce chouette. que tu
Est-ce que tu peux nous raconter un récit, justement d'un de tes plus beaux souvenirs, de ton métier? Le plus beau souvenir de mon métier, en fait, c'est mes premières assises, parce que, j'ai eu un acquittement et en fait, c'était un dossier, c'était un dossier que j'avais eu comme secrétaire de la conférence, donc c'était un dossier où je défendais, un sans domicile fixe, accusé d'avoir tué, enfin, c'était ce qu'on appelle les coups mortels. C'est-à-dire que, il y avait une bagarre avec un autre, SDF et puis, le SDF était tombé et puis était mort, voilà. Donc ce client, heu, j'avais obtenu sa remise en liberté dans l'attente du procès d'assises. C'était vraiment un dossier qui n'intéressait personne parce que c'était un pauvre diable en fait, déjà la procédure avait mis 12 ans pour arriver aux assises, hein. Donc autant dire que c'était pas ça passionnait pas les foules, mais enfin il avait quand même beaucoup, il a fait beaucoup de détention. Finalement, j'ai obtenu sa remise en liberté, avant les assises et là, en fait, il avait disparu parce qu'il avait un mode de vie très précaire. C'était un homme qui consommait pas mal d'alcool aussi et j'ai fait, toutes les stations de métro de Paris, en fait, avant l'audience. Je me disais: «C'est dramatique, il a des chances d'être acquitté, il faut absolument pas qu'il rate son procès parce que s'il se refait arrêter et puis les SDF peuvent se faire contrôler souvent, on verra qu'il a les fiches et cetera. Enfin, ça va faut vraiment qu'il vienne à l'audience» et j'ai fait, tous les il m'avait dit qu'il mendiait, parfois dans le 12e et cetera et pendant une semaine, je suis allée dans j'ai exploré quoi les quais du métro, je voyais des groupes de SDF, je cherchais mon client et finalement je l'ai retrouvé au RER à Nation. Il était complètement, rond comme une queue de pelle et il avait plus de téléphone portable et j'ai réussi en fait, il était avec un autre compagnon d'infortune qui lui avait un téléphone et en fait, j'ai réussi à le convaincre, d'aller à l'audience. Il est venu à l'audience, il a été acquitté et ensuite, j'ai fait des procédures pour qu'il soit indemnisé de sa détention provisoire et j'ai fait également une action en responsabilité contre l'État, pour délit de justice parce que, voilà, il avait mis, plus de 12 ans entre le moment de sa mise en examen et son jugement et donc j'ai quand même changé sa vie et j'ai su qu'après il était parti dans le sud, dans un mobil-home. Bon, j'ai plus de nouvelles depuis quelques années, mais ouais, ça a été, vraiment, un souvenir extrêmement fort. Et quand tu repenses à ça, est-ce que parfois tu te sens fière de toi, finalement, de ce que tu as Oui, réussi à faire par de toi? oui, mais alors voilà, c'est ça en fait, c'est qu'à travers ce genre de situation, je sais que j'ai bien fait quand même de faire, ce que je peux. Ce que j'ai fait de mieux, c'est pour Farhan, parce que lui, venait vraiment, d'une situation d'injustice horrible, parce que aussi, il est de l'autre bout du monde, enfin une situation, donc d'un pays extrêmement, pauvre, enfin une immense misère. Après, il est maltraité en prison et encore une fois, aujourd'hui, il peut sortir dans la rue, la tête, haute. Il a des papiers et voilà, j'aurais peut-être pas fait grand-chose, enfin, au soir de sa vie, quand, on fera tous les uns et les autres, le bilan, ben, moi, j'aurais quand même des moments où je me dis: «J'ai quand même fait une différence. Mon travail a quand même fait une différence dans la vie d'une personne». Heu et voilà et c'est pour ça qu'on continue encore une fois à se lever, chaque matin parce qu'on a toujours l'espoir que, on va réussir à sortir une personne, en fait, en tout cas à réparer, une injustice, ce qui peut l'être concernant une injustice. Mmh. Et Élise, si tu étais à l'origine d'une nouvelle loi, est-ce que tu sais qu'est-ce que toi tu aimerais, instaurer ou changer? Ah oui, je reverrai complètement, les critères de la détention provisoire. Ça, il y a vraiment des choses à faire, hein. C'est des abus à tous les étages. Heu, on dit qu'il y a des critères, mais enfin, c'est fait n'importe comment, le nombre de fois où je suis allée, à des débats, JLD, on plaide pendant une demi-heure, on attend 3 minutes dans le couloir, on nous rappelle et on nous tend une ordonnance de 4 pages. Enfin voilà, ça veut dire que c'est déjà joué d'avance, on se moque du monde. Là, je crois que c'est vraiment un des très gros chantiers de la justice et d'ailleurs, c'est celui qui a le moins bougé parce que quand même, faut dénoncer le fait que, la première chose, hein, l'urgence pour la chancellerie quand il y a eu la crise sanitaire du Covid-19 a été de supprimer purement et simplement les débats, sur la prolongation, de la détention provisoire et que ça ait même pu être, ne serait-ce qu'envisagé, c'est vraiment très grave. En fait, on se permet tout. On finit par tout se permettre, avec les gens qui sont en détention provisoire.
On dit qu'on a vidé les prisons, enfin on les a vidées de ceux qui n'avaient rien à y faire, qui étaient en fin de peine ou à qui il restait moins de 6 mois à purger, hein. Et tous ceux qui sont en détention provisoire, alors là, ils ont pris très cher, hein, pendant le confinement. Oui, Donc oui, mais c'est vraiment, ce serait, de revoir les critères de la détention, de se plonger dans toutes les statistiques et à partir du moment où une personne, peut avoir un éloignement, peut et a un travail, une famille, heu, mettre des bracelets s'il le faut, mais en tout cas ne pas incarcérer. Mais effectivement, tu on en vient alors du coup sur ce sujet, la question de la détention, provisoire, moi aussi me révolte, y compris à travers les impacts que je peux voir à travers mon métier. Comment on peut expliquer que, on se cro justement, tout est permis déjà dans le fait de mettre des justiciables en détention provisoire, parfois sur des petits bouts de textes de loi, mais qui pourraient se Oui, justifier autrement et en plus on prend des risques, inconsidérables dans la vie de vraies personnes et parfois ça peut aller très, très loin. Il y a eu beaucoup de cas de suicide en détention oui, provisoire. Donc en fait, là aussi, on touche pour moi à la question d'une forme de toute-puissance dans la magistrature qui décide pour l'autre sans vraiment étudier le dossier. Et en fait, ça détruit des vies, des familles, des situations. Pour moi, dans la détention provisoire, il y a quelque chose de profondément destructeur. Et c'est quelque chose qui me révolte. Est-ce que est-ce que déjà tu partages ce sentiment de révolte et est-ce que tu penses que beaucoup sont en train de remettre en question la manière dont est gérée la détention provisoire? oui, je partage le sentiment de révolte et tout à fait et je trouve que, le pouvoir d'incarcérer, de priver une personne, de liberté, son prochain, est le plus grand pouvoir qu'un individu peut exercer sur un autre. Or, donc cet immense pouvoir devrait entraîner une très grande responsabilité. Or, on constate que c'est absolument, pas le cas. Les dossiers sont traités, à la va-vite, les décisions, sont prises d'avance. Je trouve qu'on n'injecte pas là-dedans la solennité, la gravité, qu'une telle mesure, suppose. Je suis choquée souvent de voir, que les débats, sont vraiment pris par-dessus la jambe, hein. On envoie un procureur, qui lit, les notes, de n'importe quoi. Souvent, il y a des erreurs factuelles. C'est tout à fait honteux. Alors le juge des libertés de la détention est une création, récente, hein. C'était la loi sur la présomption d'innocence, la loi Guigou qui l'avait introduite parce qu'avant c'était pas mieux parce que c'était le juge d'instruction, hein, qui instruisait et c'est lui qui décidait, d'incarcérer ou pas, les personnes. Pas beaucoup de suspense évidemment, tout le monde était incarcéré dès lors qu'il y avait la moindre accusation portée contre lui. Donc là, il est temps de réévaluer, ça fait 20 ans de JLD, il est vraiment temps de réévaluer, hein, le fonctionnement de ces juridictions et surtout, de oui, d'appeler à une plus grande solennité, des débats de détention. C'est traité comme si c'était une simple formalité, ça détruit des vies et ça détruit des vies et quand vous avez une personne, bien sûr que ça peut vous conduire au suicide et quand vous avez un travail, une femme, des enfants, un prêt, pour votre maison et cetera, que du jour au lendemain tout s'arrête parce que, sans besoin, d'établir un moindre droit, on dit: «Ah oui, mais si vous êtes dehors, vous risquez de contacter, un tel, c'est sur un risque, en fait, mais qui n'est absolument pas ni apprécié, ni jaugé, ni évalué, alors, ce qui est très grave, c'est qu'aujourd'hui, la justice devient de plus en plus, bah, chacun sa chance avec son juge. Voilà, c'est ça. Alors vous avez un juge sympa, vous pouvez vous en sortir et puis vous tombez le mauvais jour avec le mauvais juge, vous êtes cuit et moi, c'est une justice la justice, ça peut pas être ça, ça peut pas être, au petit bonheur la chance, quoi, hein. Donc il faudrait, vraiment une politique pénale, très ferme, peut-être changer les critères, mais en tout cas, vraiment, voilà, il faut que ce soit des domaines qui fassent l'objet d'une réelle politique pénale et d'une réelle vision, qui est pas le cas aujourd'hui. Les choses sont évaluées au ras des pâquerettes et encore une fois, ça dépend, ça finit par être une question de juge, une question d'appréciation et ça, c'est totalement inacceptable, c'est scandaleux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'il faut vraiment changer les choses et que ce côté subjectif qui a à voir du coup avec la psychologie de tout à chacun soit vraiment aussi pris en compte, dans la suite de d'où sera pensée finalement la justice. Élise, on arrive à la fin de cet entretien, mais j'aimerais te poser, 3 questions, plus personnelles. Ouais, Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur, l'humain? hem, bah, l'espoir, l'espoir. Moi, j'ai vu des gens qui étaient tellement mal partis, qui s'en sont sortis de manière tellement magnifique.
Dans ce métier, on voit des parcours de réhabilitation qui sont extraordinaires et ça montre en fait de quoi l'humain est capable et que en fait dans la vie rien n'est jamais joué d'avance. On peut toujours rebondir et se réinventer et s'en sortir. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur, ton pays? Euh, et grande inquiétude en fait. Je suis très inquiète. Je me rends compte que ce qu'on nous présente comme acquis, en fait, on surfe trop là sur cette réputation de pays des droits de l'homme. Ça veut plus rien dire. L'exception est vide et complètement galvaudée. Et voilà, il y a un manque. Je pense qu'il y a un manque de valeur. Enfin moi, le fait de travailler dans le domaine de la justice, c'est ça que ça m'a montré malheureusement. Ça m'a déçue par rapport à ce que je croyais être le monde de la justice quand je faisais mes études et quand je voulais absolument travailler dans ce milieu. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi? Mon métier m'a appris à quel point j'étais indépendante et assez indomptable. Et peut-être que c'est un trait qui devient de plus en plus marqué. Euh, plus j'avance, ouais, je sens que j'ai besoin d'avoir vraiment l'écoute des franches. Euh, J'aime pas, enfin voilà, je sais pas comment dire. J'aime pas être dominée. Merci beaucoup Elise pour cet, entretien où on voit vraiment, finalement des facettes de toi qui gagnent à être, connues. Je pense que tu as déjà fait de grandes choses et que ça fait que commencer et Voilà. j'espère que c'est des personnes comme toi qui vont réformer le système judiciaire parce qu'on en a grand besoin. Donc un grand merci d'avoir été parmi nous Merci, hein, je suis très touchée. Merci beaucoup, Fanny. et puis on se retrouvera pour d'autres, sûrement pour d'autres, entretiens.